qui affecte profondément les spectateurs. C'était le caractère que le petit terrier en question avait autrefois soutenu. S'il y avait eu le moindre doute à ce sujet, il l'aurait promptement résolu par sa conduite, car non seulement il donnait les plus fortes marques de reconnaissance en voyant Short, mais apercevant la boîte plate, il aboyait si furieusement contre le nez en carton qu'il savait être à l'intérieur, que son maître fut obligé de le prendre et de le remettre dans sa poche, au grand soulagement de toute la compagnie. L'aubergiste s'occupa alors de poser le tissu, ce à quoi M. Codelin aida obligeamment en plaçant son propre couteau et sa fourchette à l'endroit le plus commode et en s'installant derrière eux. Quand tout fut prêt, l'hôte ôta le couvercle pour la dernière fois, et alors en effet il y eut une si belle promesse de souper que s'il avait offert de le remettre ou s'il avait fait allusion à un ajournement, il aurait certainement été sacrifié sur son propre foyer. Cependant, il ne fit rien de tel, mais au lieu de cela, il aida une grosse servante à transformer le contenu du chaudron en une grande soupière, ce que les chiens à l'abri des éclaboussures chaudes, qui tombaient sur leur nez, observaient avec une impatience terrible. Enfin le plat fut soulevé sur la table, et les chaudes de bière ayant été préalablement disposées, la petite Nell se hasarda à dire grâce, et le souper commença. À ce moment, les pauvres chiens se tenaient debout sur leurs pattes de derrière d'une manière assez surprenante. L'enfant, ayant pitié d'eux, allait leur jeter quelques morceaux de nourriture avant d'y goûter elle-même, bien qu'affamée, lorsque leur maître s'interposa. « Non, ma chère, non, pas un atome de la main de quelqu'un d'autre que la mienne, s'il vous plaît. Ce chien, dit Jerry en montrant le vieux chef de la troupe et en parlant d'une voix terrible, a perdu un demi-penny aujourd'hui. Il s'en va sans son souper. » Le malheureux se laissa tomber directement sur ses pattes de devant, remua la queue et regarda son maître d'un air implorant. « Vous devez être plus prudent, monsieur, dit Jerry en se dirigeant froidement vers la chaise où il avait placé l'orgue, et en réglant le jeu. Venez ici. Maintenant, monsieur, vous jouez à cela pendant que nous soupons, et vous vous arrêtez si vous l'osez. Le chien se mit immédiatement à jouer la musique la plus lugubre. Son maître, lui ayant montré le fouet, reprit sa place et appela les autres, qui, sur ses ordres, se formèrent en rang, debout comme une file de soldats. « Maintenant, messieurs, dit Jay en les regardant attentivement. Le chien dont on appelle le nom mange. Les chiens, dont les noms ne sont pas appelés se taisent. Carlo. » L'individu chanceux, dont le nom a été appelé, a saisi le morceau lancé vers lui, mais aucun des autres n'a bougé d'un muscle. De cette manière, ils étaient nourris à la discrétion de leur maître. Pendant ce temps, le chien en disgrâce s'attaquait durement à l'organe, parfois au pas rapide, parfois au pas lent, mais ne s'arrêtant jamais un instant. Quand les couteaux et les fourchettes claquaient beaucoup, ou que l'un de ses camarades recevait un morceau de graisse exceptionnellement gros, il accompagnait la musique d'un court hurlement, mais il l'arrêtait immédiatement sur son maître qui regardait autour de lui, et s'appliquait avec plus de diligence au vieux centième. Chapitre 19. Le souper n'était pas encore fini, qu'arrivèrent au Jolly Sandbois deux autres voyageurs qui se dirigeaient vers le même havre que les autres, qui marchaient sous la pluie depuis quelques heures, et qui arrivèrent brillants et lourdeaux. L'un d'eux était le propriétaire d'un géant et d'une petite dame sans jambes ni bras, qui avait couru en avant dans une camionnette. L'autre, un gentleman silencieux qui gagnait sa vie en montrant des tours sur les cartes, et qui avait quelque peu dérangé l'expression naturelle de son visage en mettant de petites pastilles de plomb dans ses yeux et en les sortant de sa bouche, ce qui était une de ses réalisations professionnelles. Le premier de ces nouveaux venus s'appelait Vuffin, l'autre, probablement comme une satire agréable de sa laideur, s'appelait Sweet William. Pour les rendre aussi confortables qu'il le pouvait, l'aubergiste s'avança avec agilité, et en très peu de temps les deux messieurs furent parfaitement à leur aise. « Comment va le géant » demanda Short quand ils furent tous assis autour du feu, fumant. « Un peu faible sur ses jambes, répondit M. Vuffin. Je commence à avoir peur qu'il ne se mette à genoux. C'est une mauvaise vigie, dit Short. Oui, c'est vraiment mauvais, répondit M. Vuffin en contemplant le feu avec un soupir. Une fois, il a un géant tremblant sur ses jambes, et le public ne se soucie pas plus de lui qu'il ne le fait d'une tige de chou morte. Que deviennent les vieux géants ? Demanda Short en se tournant de nouveau vers lui après un moment de réflexion. Ils sont généralement gardés dans des caravans pour servir les nains, dit M. Vuffin. Leur entretien doit coûter cher, quand on ne peut pas les montrer, hein ? Remarqua Short en le regardant d'un air dubitatif. C'est mieux que de les laisser aller dans la paroisse ou dans les rues, dit M. Vuffin. Une fois faites un géant, comme un, et les géants ne dessineront plus jamais. Regardez les pieds en bois. S'il n'y avait qu'un seul homme avec une jambe de bois, quelle propriété il serait ? C'est ce qu'il aurait fait.
observèrent l'aubergiste et Short tous deux ensemble. C'est très vrai. Au lieu de cela, poursuivit M. Vu fin, si vous deviez annoncer Shakespeare joué uniquement par des jambes de bois, je crois que vous ne tireriez pas 6 pence. Je ne le crois pas, dit Short. Et le propriétaire l'a dit aussi. Cela montre, voyez-vous, dit M. Vu fin en agitant sa pipe d'un air argumentateur, cela montre la politique, qui consiste à garder les géants usés encore dans les caravanes où ils se nourrissent et se logent gratuitement toute leur vie, et en général, ils sont très heureux de s'y arrêter. Il y avait un géant, un noir, qui avait quitté son caravane il y a 1 an et s'était mis à transporter des billets de diligence dans Londres, se faisant aussi bon marché que des balayeurs de passage. Il est mort. Je ne fais aucune insinuation contre qui que ce soit en particulier, dit M. Vu fin en regardant solennellement autour de lui, mais il ruinait le commerce, et il est mort. L'aubergiste respira fort et regarda le propriétaire des chiens, qui hocha la tête et dit d'un ton bourru qu'il se souvenait. « Je sais que vous le savez, Jerry, dit M. Vu fin avec une profonde signification. « Je sais que vous vous en souvenez, Jerry, et que l'opinion universelle était que cela lui a bien servi. Je me souviens de l'époque où le vieux Monday avait 23 ans. Je me souviens de l'époque où le vieux Monday avait dans sa chaumière de Spafield, en hiver, quand la saison était finie, 8 nains mâles et femelles se couchant tous les jours pour dîner, et qui étaient servis par 8 vieux géants en manteau vert. Des petits rouges, des bas de coton bleu et des hauts bas, et il y avait un nain qui était devenu vieux et rusé et qui, chaque fois que son géant n'était pas assez rapide pour lui plaire, avait l'habitude de lui planter des épingles dans les jambes, ne pouvant pas atteindre plus haut. Je sais que c'est un fait, car Monday me l'a dit lui-même. Et les nains quand ils vieillissent ? Demanda l'aubergiste. Plus un nain est âgé, plus il vaut la peine, répondit M. Vu fin, un nain à tête grise bien ridée est au-dessus de tout soupçon. Mais un géant faible dans les jambes, et qui ne tient pas debout. Gardez-le dans le carawan, mais ne le montrez jamais, ne lui montrez jamais pour quelque persuasion que ce soit. Tandis que M. Vu fin et ses 2 amis fumaient leurs pipes et séduisaient la mesure par une conversation comme celle-ci, le gentleman silencieux était assis dans un coin chaud, avalant, ou semblant avaler, 6 pennies d'un demi-pence, pour s'exercer, balançant une plume sur son nez, et répétant d'autres exploits de dextérité de ce genre, sans faire aucune attention à la compagnie, qui, à leur tour, le laissèrent complètement inaperçu. Enfin l'enfant fatigué persuada son grand-père de se retirer, et ils se retirèrent, laissant la compagnie encore assise autour du feu, et les chiens profondément endormis à une humble distance. Après avoir souhaité le bonsoir au vieillard, Nell se retira dans sa pauvre mansarde, mais à peine avait-elle fermé la porte, qu'on la frappa doucement. Elle ouvrit aussitôt, et fut un peu effrayée par la vue de Helms. Thomas Codelin, qu'elle avait laissé, selon toute apparence, profondément endormi en bas de l'escalier. « Qu'y a-t-il » demanda l'enfant. « Il n'y a rien, ma chère, » répondit son visiteur. « Je suis ton ami. Peut-être ne l'avez-vous pas pensé, mais c'est moi qui suis votre ami, pas lui. »« Pas qui » demanda l'enfant. « Bref, ma chère, je vous le dis, » dit Codelin malgré le fait qu'il ait avec lui une sorte d'attitude que vous seriez très susceptible de plaire, c'est que je suis l'homme sincère et ouvert. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je le suis en effet. L'enfant commença à s'alarmer, considérant que la bière avait fait effet sur M. Codelin, et que cet éloge de lui-même en était la conséquence. « Short va très bien, et a l'air bon, » reprit le misanthrope, « mais il en fait trop. Maintenant, je ne le fais plus. » S'il y avait certainement un défaut dans l'attitude habituelle de M. Codelin, c'était qu'il avait plutôt manqué de bonté envers ceux qui l'entouraient qu'en exagé. Mais l'enfant était perplexe et ne savait que dire. « Suivez mon conseil, » dit Codelin, « ne me demandez pas pourquoi, mais suivez-le. Tant que vous voyagez avec nous, restez aussi près de moi que possible. Ne proposez pas de nous quitter, sous n'importe quel prétexte, mais restez toujours avec moi, et dites que je suis votre ami. Voulez-vous garder cela à l'esprit, ma chère, et dire toujours que c'est moi qui étais votre ami ? Dites-le où ? Et quand ? Demanda l'enfant innocemment. Oh, nulle part en particulier, répondit Codelin, un peu déconcerté par la question. Je tiens seulement à ce que vous me croyiez ainsi, et que vous me rendiez justice. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je m'intéresse à vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas raconté votre petite histoire, celle de vous et du pauvre vieux monsieur ? Je suis le meilleur conseiller qui ait jamais été, et je m'intéresse tellement à vous, tellement plus intéressé que Short. Je pense qu'il se brise en bas des escaliers. Vous n'avez pas besoin de dire à Short, vous savez, que nous avons eu cette petite conversation ensemble. Dieu vous bénisse. Rappelez-vous l'ami.
Codelin est l'ami, pas Short. Short va très bien en ce qui concerne le passé, mais le véritable ami, c'est Codelin, pas Short. Exerçant ses professions avec un certain nombre de regards bienveillants et protecteurs et une grande ferveur de manière, Thomas Codelin s'enfuit sur la pointe des pieds, laissant l'enfant dans un état de surpris extrême. Elle ruminait encore sa curieuse conduite, lorsque le plancher de l'escalier et du palier se fendit sous les pas des autres voyageurs qui passaient vers leur lit. Quand ils furent tous passés, et que le bruit de leurs pas fut éteint, l'un d'eux revint et après un peu d'hésitation et de bruissement dans le couloir, comme s'il ne savait à quelle porte frapper, il frappa la sienne. « Oui, dit l'enfant de l'intérieur. C'est moi, Short, appela une voix par le trou de la serrure. Je voulais seulement vous dire que nous devons partir de bonne heure demain matin, ma chère, parce que si nous n'obtenons pas le départ des chiens et du prestidigitateur, les villages ne vaudront pas un sou. Vous serez sûr de vous lever tôt et de partir avec nous? Je t'appellerai. L'enfant répondit par l'affirmative et, retournant sa bonne nuit, l'entendit s'éloigner en rampant. Elle éprouvait un certain malaise à cause de l'anxiété de ces hommes, accrue par le souvenir de leurs chuchotements ensemble en bas de l'escalier et de leur légère confusion à son réveil, et il n'était pas tout à fait exempt du doute qu'ils n'étaient pas les compagnons les plus aptes qu'elle eût pu rencontrer. Son inquiétude, cependant, n'était rien, elle pesait contre sa fatigue, et elle l'oublia bientôt dans son sommeil. Le lendemain matin, de très bonne heure, Short tint sa promesse, et frappant doucement à sa porte, il la supplia de se lever tout de suite, car le propriétaire des chiens ronflait encore, et que, s'il ne perdait pas de temps, il pourrait obtenir beaucoup d'avance de lui et du prestidigitateur, qui causait dans son sommeil. Et d'après ce qu'on pouvait l'entendre dire, il semblait tenir en équilibre un âne, dans ses rêves. Elle se leva de son lit sans tarder, et réveilla le vieillard avec tant d'empressement qu'ils furent tous deux près dès que Short lui-même, à la satisfaction et au soulagement indicible de ce gentleman. Après un déjeuner très simple et brouillé, dont les denrées de base étaient le bacon, le pain et la bière, ils prirent congé de l'aubergiste et sortirent de la porte des Joyeux sans bois. La matinée était belle et chaude, le sol frais aux pieds après la pluie tardive, les plus gaies et plus vertes, l'air clair, et tout était frais et sain. Entouré de ces influences, il marchait assez agréablement. Il n'était pas allé bien loin, que l'enfant fut de nouveau frappé par le changement de comportement de M. Thomas Codelin, qui, au lieu de marcher seul d'un air boudeur comme il l'avait fait jusque-là, se tenait près d'elle, et quand il eut l'occasion de la regarder sans être vu par son compagnon, l'avertit par quelques grimaces et quelques secousses de tête de ne pas faire confiance à Short, mais de réserver toutes les confidences à Codelin. Il ne se borna pas non plus à des regards et à des gestes, car lorsqu'elle et son grand-père se promenaient à côté de ledit Short et que ce petit homme causait avec sa gaieté habituelle sur une variété de sujets indifférents, Thomas Codelin témoignait de sa jalousie et de sa méfiance en la suivant de près, et en lui admonestant de temps en temps les chevilles avec les jambes du théâtre d'une manière très brusque et douloureuse. Tout cela rendit naturellement l'enfant plus vigilante et plus méfiante, et elle remarqua bientôt que chaque fois qu'il s'arrêtait pour se produire en dehors d'une taverne de village ou d'un autre endroit, M. Codelin, pendant qu'il passait à sa part de divertissement, gardait constamment les yeux sur elle et sur le vieil homme, ou, avec une démonstration de grande amitié et de grande considération, invitait ce dernier à s'appuyer sur son bras. Et ils le tinrent ainsi serré jusqu'à ce que la représentation soit terminée et qu'ils se mettent de nouveau en avant. Short lui-même semblait changer à cet égard, et mêler à sa bonté quelque chose du désir de les garder en lieu sûr. Cela augmenta les appréhensions de l'enfant et la rendit encore plus anxieuse et plus inquiète. Cependant ils approchaient de la ville où les courses devaient commencer le lendemain, car à force de croiser sur la route de nombreux groupes de bohémiens et de vagabonds, de se frayer un chemin vers elle et de s'éloigner de tous les chemins de traverse et de tous les chemins de campagne, ils tombèrent peu à peu dans un flot de gens, les uns marchant à côté de charrettes couvertes, d'autres avec des chevaux, d'autres avec des ânes, d'autres marchant péniblement avec de lourds fardeaux sur le dos, mais tout tendait au même point. Les cabarets qui bordaient la route, après être vides et silencieux comme l'avaient été ceux des régions les plus éloignées, poussaient maintenant des cris bruyants, et des nuages de fumée, et des fenêtres embuées, des grappes de larges visages rouges regardaient la route. Sur chaque terrain vague, ou commun, quelques petits joueurs conduisaient son commerce bruyant et beuglaient aux passants désœuvrés de s'arrêter et de tenter leur chance. La foule devenait plus épaisse et plus bruyante. Des pains d'épices dorés dans des étals de couverture exposaient leur gloire à la poussière, et souvent une voiture à 4 chevaux, s'élançant, masquait tous les objets dans le nuage granuleux qu'elle soulevait, et les laissait stupéfaits et aveuglés, loin derrière. Il faisait nuit lorsqu'ils atteignirent la ville elle-même, et les derniers kilomètres avaient été longs.
Ici, tout n'était que tumulte et confusion. Les rues étaient remplies d'une foule de gens, il y avait là beaucoup d'étrangers, semblait-il, à voir les regards qu'ils jetaient autour d'eux, les cloches des églises sonnaient bruyamment, et des drapeaux flottaient aux fenêtres et aux toits des maisons. Dans les grandes cours de l'auberge, les garçons voltigeaient çà et là et couraient les uns contre les autres, les chevaux claquaient sur les pierres inégales, les marches des voitures tombaient en claquant, et les odeurs nauséabondes de nombreux dîners venaient dans un souffle lourd et tiède sur l'essence. Dans les petits pubs, les violons de toute leur force grinçaient la mélodie à des pieds chancelants. Des hommes ivres, oublieux du poids de leurs chants, se joignirent à eux dans un hurlement insensé, qui couvrit le tintement de la faible cloche et les rendit sauvages, pour leur boisson. Des groupes de vagabonds se rassemblaient autour des portes, pour voir danser la promeneuse, et ajouter leur tumulte aux flageolets stridents et aux tambours assourdissants. À travers cette scène délirante, l'enfant, effrayée et repoussée par tout ce qu'elle voyait, mena sa charge égarée, se cramponnant contre son conducteur et tremblant que, dans la foule, elle ne fût séparée de lui et laissée seule sur son chemin. Accélérant le pas pour se débarrasser de tout grondement et de toute émeute, ils traversèrent enfin la ville et se dirigèrent vers l'hippodrome, qui se trouvait sur une lande ouverte, située sur une éminence, à 1 mille de distance de ses limites les plus éloignées. Bien qu'il y eût beaucoup de monde ici, aucun des mieux favorisés, ni des mieux vêtus, s'affairant à dresser des tentes et à enfoncer des piquets dans le sol, et se dépêchant d'aller et venir, les pieds poussiéreux et les jurons maugréés, bien qu'il y eût des enfants fatigués bercés sur des tas de paille entre les roues des charrettes, pleurant pour s'endormir, et de pauvres chevaux et ânes maigres tout juste lâchés, broutés parmi les hommes et les femmes, et les marmites et les bouilloires, et les feux à demi allumés, et les bouts de bougies qui s'allument, et se dépérissent dans l'air. Malgré tout cela, l'enfant sentit que c'était une échappatoire de la ville et respira plus librement. Après un maigre souper, dont l'achat réduisait si peu son petit stock qu'elle n'avait que quelques demi-penses pour s'acheter un déjeuner le lendemain, elle et le vieillard se couchèrent, pour se reposer dans un coin d'une tente, et dormir, malgré les préparatifs occupés qui se passaient autour d'eux toute la nuit. Et maintenant, ils étaient arrivés au moment où ils devaient mendier leur pain. Peu après le lever du soleil, elle sortit furtivement de la tente, et se promenant dans des champs à une courte distance, elle cueillit quelques roses sauvages et ses fleurs si humbles, dans l'intention d'en faire de petits bouquets et de les offrir aux dames des voitures à l'arrivée de la compagnie. Ses pensées n'étaient pas oisives pendant qu'elle était ainsi occupée. Quand elle revint et qu'elle s'assit à côté du vieillard dans un coin de la tente, attachant ses fleurs ensemble, tandis que les deux hommes sommelaient dans un autre coin, elle le saisit par la manche, et jetant un léger coup d'œil vers eux, elle lui dit à voix basse : « Grand-père, ne regardez pas ceux dont je parle, et n'ayez pas l'air de parler d'autre chose que de ce que je suis. Qu'est-ce que vous m'avez dit avant que nous quittions la vieille maison ? Que s'il savait ce que nous allions faire, il dirait que vous étiez fous, et nous séparait ?» Le vieillard se tourna vers elle avec un air de terreur sauvage, mais elle l'arrêta d'un regard, lui ordonna de tenir quelques fleurs pendant qu'elle les attachait, et rapprochant ses lèvres de son oreille, elle lui dit : « Je sais que c'est ce que vous m'avez dit. Tu n'as pas besoin de parler, ma chère. Je m'en souviens très bien. Il n'était pas probable que je l'oublierais. Grand-père, ces hommes soupçonnent que nous avons secrètement quitté nos amis, et qu'ils ont l'intention de nous porter devant un gentilhomme pour nous faire soigner et renvoyer. Si tu laisses ta main trembler ainsi, nous ne pourrons jamais nous en échapper, mais si tu te tais maintenant, nous le ferons facilement. »« Comment ? » murmura le vieillard. « Chère Nelly, comment ? On m'enfermera dans une chambre de pierre, sombre et froide, et on m'enchaînera au mur, Nell, on me fouettera à coups de fouet, et on ne me verra plus jamais. »« Tu trembles de nouveau, dit l'enfant. Restez près de moi toute la journée. Peu importe eux, ne les regardez pas, mais moi. Je trouverai un moment où nous pourrons nous échapper. Quand je le ferai, n'oubliez pas de venir avec moi, et de ne pas vous arrêter, ni de dire un mot. Chut. C'est tout. Salut. Qu'est-ce que vous faites, ma chère ? Dit M. Codelin en levant la tête et en bâillant. Puis, remarquant que son compagnon dormait profondément, il ajouta à voix basse : C'est Codelin qui est l'ami, souvenez-vous, pas Short. Faire des noces-guerres, répondit l'enfant. Je vais essayer d'en vendre, c'est 3 jours de course. En aurez-vous un, en cadeau, je veux dire ? M. Codelin aurait voulu se lever pour le recevoir, mais l'enfant se précipita vers lui, et le lui mit dans la main. Il le planta dans sa boutonnière avec un air d'ineffable complaisance pour un misanthrope, et jetant un regard exultant sur Short inconscient, il murmura, en se recouchant : Tom Codelin est l'ami, par G. À mesure que la matinée s'avançait, les tentes prenaient un aspect plus gai et plus brillant, et de longues files de voitures roulaient doucement sur le gazon. Des hommes qui avaient flâné toute la nuit en blouse et en jambières de cuir sortaient en gilet de soie, en chapeau et en plumes,
comme des jongleurs ou des montagnards, ou dans de magnifiques livrées en tant que serviteurs à la voix douce dans des stands de jeux, ou en yeoman robustes déguisés en lors de jeux illégaux. Des bohémiennes aux yeux noirs, encapuchonnées, dans des mouchoirs voyants, s'élançaient pour dire la bonne aventure, et des femmes pâles et minces, au visage dévorant, s'attardaient sur les traces des ventriloques et des prestidigitateurs, et comptaient les 6 pences avec des yeux anxieux bien avant qu'ils ne soient gagnés. Autant d'enfants qu'il était possible de les garder dans les limites, furent rangés, avec tous les autres signes de saleté et de pauvreté, parmi les ânes, les charrettes et les chevaux. Et tous ceux qui ne pouvaient pas être ainsi éliminés couraient dans tous les endroits compliqués, se glissaient entre les jambes des gens et les roues des voitures, et sortaient indemnes de sous les sabots des chevaux. Les chiens dansants, les échasses, la petite dame et l'homme de grande taille, et toutes les autres attractions, avec des organes en nombre et des bandes innombrables, sortaient des trous et des coins où ils avaient passé la nuit, et fleurissaient hardiment au soleil. Le long de la route non dégagée, Short menait son groupe, sonnant de la trompette d'airain et se délectant de la voix de Punch, et sur ses talons marchait Thomas Codelin, qui portait le spectacle, comme d'habitude, et gardait les yeux sur Nelly et son grand-père, qui s'attardèrent un peu à l'arrière. L'enfant portait sur son bras le petit panier avec ses fleurs, et s'arrêtait quelquefois, avec des regards timides et modestes, pour les offrir à quelque voiture gaie. Mais, hélas, il y avait là beaucoup de mendiants plus audacieux, des bohémiens qui promettaient des maris et d'autres adeptes dans leur métier, et bien que certaines dames souriaient, doucement en secouant la tête, et que d'autres criaient aux messieurs à côté d'elles, « Voyez, quel joli visage !» Elle laissait passer le joli visage, et ne pensait jamais qu'il avait l'air fatigué ou affamé. Il n'y avait qu'une dame qui semblait comprendre l'enfant, et c'était une femme qui était assise seule dans une belle voiture, tandis que 2 jeunes gens aux vêtements fringants, qui venaient de descendre de celle-ci, parlaient et riaient bruyamment à peu de distance, semblant l'oublier tout à fait. Il y avait beaucoup de dames tout autour, mais elles tournaient le dos, ou regardaient d'un autre côté, où les 2 jeunes gens qui ne leur étaient pas défavorables, et la laissaient à elle-même. Elle fit signe à une bohémienne pressée de lui dire la bonne aventure, disant qu'elle était déjà dite et qu'elle l'était depuis quelques années, mais elle appela l'enfant vers elle, et prenant ses fleurs, elle mit de l'argent dans sa main tremblante, et lui dit de rentrer chez elle et de rester à la maison pour l'amour de Dieu. Bien des fois, il montait et descendait ces longues lignes, voyant tout sauf les chevaux et la course. Quand la cloche sonna pour dégager le parcours, il retourna se reposer parmi les charrettes et les ânes, et ne revint qu'après la fin de la chaleur. Bien des fois, aussi, Punch s'est montré dans toute la force de son humour, mais tout cela pendant que l'œil de Thomas Codelin était sur eux, et il était impossible de s'en sortir sans être prévenu. Enfin, tard dans la journée, M. Codelin présenta le spectacle dans un endroit commode, et les spectateurs furent bientôt dans le triomphe même de la scène. L'enfant, assis avec le vieillard tout près d'elle, avait pensé combien il était étrange que des chevaux, qui étaient de si belles et honnêtes créatures, semblaient faire des vagabonds de tous les hommes qu'ils attiraient autour d'eux, quand un grand rire à quelques traits d'esprit improvisés de M. Short, faisant allusion aux circonstances de la journée, l'attira de sa méditation et la fit regarder autour d'elle. S'il devait jamais s'en tirer sans être vu, c'était le moment précis. Short maniait vigoureusement les quarts de portée et renversait les personnages. Dans la fureur du combat contre les flancs du spectacle, les gens regardaient avec des visages rieurs, et M. Codelin s'était détendu en un sourire sinistre lorsque son œil vagabond détectait des mains qui fouillaient dans les poches de son gilet et cherchaient secrètement 6 pences. S'il devait jamais s'en tirer sans être vu, c'était le moment précis. Ils s'en emparèrent et s'enfuirent. Ils se frayaient un chemin à travers les cabines, les voitures et les foules de gens, et ne s'arrêtaient pas une seule fois pour regarder derrière eux. La cloche sonnait et la route était dégagée au moment où ils atteignirent les cordes, mais ils s'élancèrent, insensibles aux cris et aux hurlements qui les assaillaient pour avoir brisé sa sainteté, et se glissant sous le sommet de la colline, à un pas rapide, se dirigèrent vers les champs. Chapitre 20. Jour après jour, tandis qu'il s'avançait vers la maison, revenant d'un nouvel effort, pour se procurer un emploi, Kit levait les yeux vers la fenêtre de la petite chambre qu'il avait tant recommandée à l'enfant, et espérait voir quelque indice de sa présence. Son vœu le plus ardent, joint à l'assurance qu'il avait reçue de Kilp, le remplissait de la conviction qu'elle arriverait encore, pour réclamer l'humble abri qu'il lui avait offert, et de la mort de chaque espoir de jour naît un autre espoir de vivre le lendemain. « Je crois qu'il doit venir demain, n'est-ce pas, ma mère ?» dit Kit en abandonnant son chapeau d'un air fatigué, et en soupirant, tout en parlant. « Ils sont partis depuis 1 semaine. Ils ne pourraient sûrement pas s'arrêter plus d'1 semaine, n'est-ce pas maintenant ?» La mère secoua la tête et lui rappela combien de fois il avait déjà été déçu. « D'ailleurs, dit Kit,
vous parlez assez vrai et assez sensé, comme vous le faites toujours, ma mère. Pourtant, je pense qu'une semaine est assez longue pour qu'il se promène, ne le dites-vous pas? C'est assez long, Kit, plus longtemps qu'il n'en faut, mais ils ne reviendront peut-être pas pour autant. Kit fut un instant disposé à se vexer de cette contradiction, et il ne l'était pas moins de l'avoir devancée dans son esprit, et d'avoir su combien elle était juste. Mais l'impulsion ne fut que momentanée, et le regard contrarié devint aimable avant qu'il n'eût traversé la pièce. « Alors, que pensez-vous, ma mère, qu'il soit devenu? Vous ne croyez pas qu'il soit allé en mer, de toute façon? » « Certainement pas pour les marins, » répondit la mère en souriant. « Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'ils sont allés dans un pays étranger. »« Je vous dis, » s'écria Kit avec un visage triste, « ne parlez pas comme cela, mère. »« Je crains qu'il ne l'ait fait, et c'est la vérité, » a-t-elle dit. « C'est le sujet de conversation de tous les voisins, et il y en a même qui savent qu'ils ont été vus à bord d'un navire, et qui peuvent vous dire le nom de l'endroit où ils sont allés, ce qui est peu que je ne puis le faire, ma chère, car c'est une question très difficile. »« Je n'y crois pas, » dit Kit. « Pas un mot de cela. Une bande de bavards oisifs, comment le seraient-ils? »« Ils peuvent se tromper, bien sûr, » répondit la mère. « Je ne peux pas le dire, bien que je ne pense pas qu'il soit du tout improbable qu'ils aient raison. Car on dit que le vieux monsieur avait mis de côté un peu d'argent que personne ne connaissait, pas même ce vilain petit homme dont vous me parlez. Comment s'appelle-t-il, Kilp, et que lui et mademoiselle Nell sont allés vivre à l'étranger où on ne peut pas le leur enlever, et ils ne seront jamais dérangés. Cela ne semble pas très éloigné maintenant, n'est-ce pas? » Kit se gratta la tête d'un air triste, avouant à contre-cœur que ce n'était pas le cas, et grimpant jusqu'au vieux clou, il descendit la cage, et se mit en devoir de la nettoyer et de nourrir l'oiseau. Ses pensées revenant de cette occupation au petit vieux monsieur qui lui avait donné le shilling, il se rappela tout à coup que c'était le jour, et même presque l'heure même, où le petit vieux avait dit qu'il serait de nouveau chez le notaire. Il ne s'en fut pas plus tôt souvenu qu'il suspendit la cage avec une grande précipitation, et expliquant à la hâte la nature de sa mission, il s'en alla à toute vitesse vers l'endroit désigné. Il était environ 2 minutes après l'heure où il arriva à l'endroit, qui était à une distance considérable de sa maison, mais par beaucoup de chance, le petit vieux monsieur n'était pas encore arrivé. Du moins, il n'y avait pas de chaise de cheval à voir, et il n'était pas probable qu'il fût venu et reparti en si peu de temps. Très soulagé de constater qu'il n'était pas trop tard, Kit s'appuya contre un lampadaire pour reprendre haleine et attendit l'arrivée du poney et de sa charge. Effectivement, bientôt le poney arriva au trot au coin de la rue, l'air aussi obstiné qu'un poney, et choisissant ses pas comme s'il guettait les endroits les plus propres, et qu'il ne se salirait en aucune façon les pieds, ou ne se presserait pas incommodément. Derrière le poney était assis le petit vieux monsieur, et à côté du vieux monsieur était assise la petite vieille dame, portant exactement le nez qu'elle avait apporté auparavant. Le vieux monsieur, la vieille dame, le poney et la chaise remontèrent la rue à une parfaite unanimité, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à une demi-douzaine de portes de la maison du notaire, lorsque le poney, trompé par une plaque de cuivre sous l'heurtoir d'un tailleur, s'arrêta, et soutint, par un silence solide, que c'était la maison qu'il voulait. « Maintenant, monsieur, aurez-vous la bonté de continuer, ce n'est pas l'endroit, » dit le vieux monsieur. Le poney regarda avec beaucoup d'attention une bougie d'allumage qui était près de lui, et semblait tout absorbé par sa contemplation. « Oh mon Dieu, quelle vilaine moustache !» s'écria la vieille dame. « Après avoir été si bonne aussi, et s'être si bien débrouillée. J'ai bien honte de lui. Je ne sais pas ce que nous allons faire de lui. Je ne sais vraiment pas. » Le poney, s'étant parfaitement assuré de la nature et des propriétés du bouchon, regarda en l'air ses anciennes ennemies, les mouches, et comme il se trouvait qu'il y en avait une qui lui chatouillait l'oreille à ce moment-là, il secoua la tête et agita la queue, après quoi il parut plein de réflexion, mais tout à fait alais, et recueilli. Le vieux gentiment, ayant épuisé ses forces de persuasion, descendit pour le conduire, sur quoi le poney, peut-être parce qu'il considérait que c'était une concession suffisante, peut-être parce qu'il avait aperçu par hasard l'autre plaque de cuivre, ou peut-être parce qu'il était d'humeur méchante, s'élança avec la vieille dame et s'arrêta à la bonne maison, laissant le vieux monsieur halter derrière lui. C'est alors que Kit se présenta à la tête du poney et toucha son chapeau avec un sourire. « Eh bien, bénissez-moi, » s'écria le vieux monsieur, « le garçon est ici. »« Ma chère, voyez-vous ?»« J'ai dit que je serais ici, monsieur, » dit Kit en tapotant le coup de moustache. « J'espère que vous avez fait une agréable promenade, monsieur. C'est un petit poney très gentil. »« Ma chère, » dit le vieux monsieur. « C'est un garçon peu commun, un bon garçon, j'en suis sûr. »« J'en suis sûr, » répliqua la vieille dame. « Un très bon garçon, et je suis sûre que c'est un bon fils. »
Kit reconnut ses marques de confiance en touchant de nouveau son chapeau et en rougissant beaucoup. Le vieux monsieur tendit alors la sortie de la vieille dame, et après l'avoir regardée avec un sourire approbateur, ils entrèrent dans la maison, parlant de lui tout en marchant. Kit ne put s'empêcher d'éprouver. Bientôt M. Witherden, sentant très fort le nez, vint à la fenêtre et le regarda, et après cela M. Abel vint le regarder, et après cela le vieux monsieur et la vieille dame vinrent, et le regardèrent de nouveau, et après cela ils vinrent tous le regarder ensemble, ce qui Kit, se sentant très embarrassé, fit semblant de ne pas observer. C'est pourquoi il caressa de plus en plus le poney, et cette liberté, le poney l'autorisait le plus généreusement. Les visages n'avaient pas disparu de la fenêtre depuis quelques instants, lorsque M. Chuckster, dans son habit de dame, et avec son chapeau suspendu sur la tête au moment où il tombait de sa cheville, apparut sur le pavé, et lui disant qu'il était recherché à l'intérieur, lui dit d'entrer, et qu'il s'occuperait de la chaise pendant ce temps. En lui donnant cette direction, M. Chuckster remarqua qu'il souhaitait être béni s'il pouvait déterminer s'il Kit était précieux à vif ou précieux profond, mais il laissa entendre par un hochement de tête méfiant qu'il penchait pour cette dernière opinion. Kit entra dans le bureau, en tremblant, car il n'avait pas l'habitude de fréquenter des dames et des messieurs étrangers, et les boîtes de fer blanc et les liasses de papier poussiéreux avaient dans les yeux un air affreux et vénérable. M. Witherden était aussi un gentleman animé qui parlait fort et vite, et tous les yeux étaient fixés sur lui, et il était très minable. « Eh bien, mon garçon, dit M. Witherden, vous êtes venu pour dépenser ce shilling, pas pour en obtenir un autre, n'est-ce pas? Non, monsieur, répondit Kit, prenant son courage à deux mains pour lever les yeux. Je n'ai jamais pensé à une chose pareille. Père vivant? Dit le notaire. Mort, monsieur. Mère? Oui, monsieur. Remariée, hein? Kit répondit, non sans une certaine indignation, qu'elle était veuve avec 3 enfants, et que, quant à se remarier, si le monsieur la connaissait, il n'y pensait pas. À cette réponse, M. Witherden enfonça de nouveau son nez dans les fleurs, et chuchota derrière le nez au vieux monsieur qu'il croyait que le garçon était un garçon aussi honnête qu'il le fallait. Maintenant, dit M. Garland, quand ils eurent fait quelques nouvelles recherches auprès de lui, je ne vais rien vous donner. Merci, monsieur, répondit Kit, et très sérieusement aussi, car cette annonce semblait le détourner des soupçons que le notaire avait laissé entendre. Mais, reprit le vieux monsieur, peut-être voudrais-je en savoir plus sur vous, dites-moi donc où vous demeurez, et je le mettrai dans mon portefeuille. Kit le lui dit, et le vieux monsieur nota l'adresse avec son crayon. À peine l'avait-il fait, qu'il y eut un grand tumulte dans la rue, et la vieille dame qui se précipitait à la fenêtre cria que Moustache s'était enfui, sur quoi Kit s'élança à la rescousse, et les autres le suivirent. Il semblait que M. Chuckster était resté debout, les mains dans les poches, regardant négligemment le poney, et l'insultant de temps en temps par des admonestations telles que « Restez tranquille, taisez-vous, ouah » et d'autres choses semblables, qu'un poney d'esprit ne peut supporter. En conséquence, le poney, n'étant découragé par aucune considération de devoir ou d'obéissance, et n'ayant pas devant lui la moindre crainte de l'œil humain, s'était enfin mis en route, et se précipitait en ce moment dans la rue. M. Chuckster, sans son chapeau et une plume derrière l'oreille, s'accrochant à l'arrière de la chaise et faisant de vains efforts pour la tirer dans l'autre sens. À l'admiration indicible de tous les spectateurs. Cependant, même en s'enfuyant, Whisk fut pervers, car il n'était pas allé très loin lorsqu'il s'arrêta brusquement et, avant qu'on pût lui rendre secours, il commença à reculer à un pas presque aussi rapide qu'il n'avait avancé. Par ces moyens, M. Chuckster fut poussé et précipité de nouveau au bureau de la manière la plus peu glorieuse, et arriva dans un état de grande fatigue et de déception. La vieille dame s'installa alors dans son siège, et M. Abel qu'ils étaient venus chercher dans le sien. Le vieux gentleman, après avoir raisonné avec le poney sur l'extrême inconvenance de sa conduite, et fait tout ce qui était en son pouvoir à M. Chuckster prit aussi sa place, et ils s'éloignèrent en faisant leur adieu au notaire et à son clerc, et plus d'une fois en se retournant pour faire un signe de tête aimable à Kit qui les regardait de la route. Chapitre 21. Kit se détourna et oublia bientôt le poney, la chaise, la petite vieille, le petit vieillard, et le petit jeune gentilhomme de surcroît, en songeant à ce qu'aurait pu devenir son défunt maître et sa charmante petite fille, qui était la source de toutes ses méditations. Toujours à la recherche de quelques moyens plausibles d'expliquer leur absence et de se persuader qu'ils reviendraient bientôt, il se dirigea vers la maison, avec l'intention d'achever la tâche que le souvenir soudain de son contrat avait interrompue, puis de repartir chercher fortune pour la journée. Quand il arriva dans le coin de la cour où il vivait, voilà de nouveau le poney. Oui,
Il était là, l'air plus obstiné que jamais, et seul dans la chaise, surveillant attentivement chacun de ses clignements, était assis M. Abel, qui, levant les yeux par hasard et voyant passer Kit, lui fit un signe de tête comme s'il eût voulu toucher la tête. Kit s'étonna de revoir le poney, si près de sa propre maison, mais il ne lui vint jamais à l'esprit dans quel but le poney avait pu venir là, ni où la vieille dame et le vieux monsieur étaient allés, jusqu'à ce qu'il soulevât le loquet de la porte et en entrant, les trouva assis dans la chambre en conversation avec sa mère. À cette vue inattendue, il ôta son chapeau et fit sa plus belle révérence dans une certaine confusion. « Nous sommes ici avant vous, voyez-vous Christophe, dit M. Garland en souriant. « Oui, monsieur, dit Kit. » Et tout en disant cela, il regarda vers sa mère pour obtenir une explication de la visite. « Ce monsieur a eu la bonté, ma chère, dit-elle en réponse à cette interrogation muette, de me demander si vous étiez dans un bon endroit ou dans un endroit du tout, et quand je lui ai dit que non, vous n'en étiez aucun, il a eu la bonté de dire que nous voulions un bon garçon dans notre maison, dirent ensemble le vieux monsieur et la vieille dame, et que peut-être nous y penserions, si nous trouvions tout tel que nous voudrions qu'il soit. » Comme cette pensée signifiait clairement l'idée d'engager Kit, il partagea immédiatement l'anxiété de sa mère et tomba dans un grand battement d'éloges, car le petit couple était très méthodique et prudent, et posait tant de questions qu'il commençait à craindre qu'il n'eût aucune chance de succès. « Vous voyez, ma bonne femme, dit Madame Garland à la mère de Kit, qu'il est nécessaire d'être très prudent et très précis dans une affaire comme celle-ci, car nous ne sommes que 3 dans la famille, et nous sommes des gens très tranquilles, et ce serait une triste chose si nous faisions une erreur quelconque, et que nous trouvions les choses différentes de ce que nous espérions et attendions. » À cela, la mère de Kit répondit que c'était certainement tout à fait vrai, et tout à fait juste, et tout à fait convenable, et que le ciel nous préserve qu'elle reculât ou qu'elle eût raison de reculer devant toute enquête sur son caractère ou sur celui de son fils, qui était un très bon fils, bien qu'elle fût sa mère, et à cet égard, elle osait dire, il tenait de son père, qui n'était pas seulement un bon fils pour sa mère, mais aussi le meilleur des maris et le meilleur des pères, ce que Kit pouvait et voulait corroborer qu'elle savait, et il en serait de même pour le petit Jacob et l'enfant s'ils étaient assez grands, ce qui n'était malheureusement pas, bien qu'ils ne sachent pas quelle perte ils avaient eue. Peut-être était-il beaucoup mieux qu'ils fussent aussi jeunes qu'il était, et ainsi la mère de Kit termina une longue histoire en s'essuyant les yeux avec son tablier et en tapotant la tête du petit Jacob, qui berçait le berceau, et regardait de toutes ses forces la dame et le monsieur étrange. Quand la mère de Kit eut fini de parler, la vieille dame revint à la parole et dit qu'elle était bien sûre d'être une personne très honnête et très respectable, sinon elle ne se serait jamais exprimée de cette manière, et que certainement l'apparence des enfants et la propreté de la maison méritaient de grands éloges et lui faisaient le plus grand honneur. Sur quoi, la mère de Kit fit une révérence et se consolait. Alors la bonne femme entra dans un long et minutieux récit de la vie et de l'histoire de Kit depuis les temps les plus reculés jusqu'à cette époque, sans oublier de mentionner sa chute miraculeuse d'une fenêtre de salon alors qu'il était un enfant en bas âge, ou ses souffrances peu communes dans un état de rougeole, qui étaient illustrées par des imitations correctes de la manière plaintive dont il demandait du pain grillé et de l'eau. Jour et nuit, et a dit « Ne pleurez pas, mère, je serai bientôt mieux ». Pour preuve de ses déclarations, il a été fait référence à Madame Green, locataire, au fromager du coin de la rue, et à diverses autres dames et messieurs dans diverses parties de l'Angleterre et du pays de Galles, et un certain M. Brown, qui était censé être alors caporal dans les Indes orientales, et qui pouvait bien sûr être trouvé avec très peu de peine, aussi personnel duquel les circonstances étaient produites. Ce récit terminé, M. Garland posa quelques questions à Kit sur ses qualifications et ses connaissances générales, tandis que Madame Garland remarquait les enfants, et entendant de la mère de Kit certaines circonstances remarquables qui avaient accompagné la naissance de chacun d'eux, racontait certaines autres circonstances remarquables qui avaient accompagné la naissance de son propre fils, M. Abel, d'où il semblait que la mère de Kit et elle-même avaient été, au-dessus de toutes les autres femmes, de quelque condition ou de quelque âge que ce soit, singulièrement entourée de périls et de dangers. Enfin, une enquête a été faite sur la nature et l'étendue de la garde-robe de Kit, et une petite avance ayant été faite pour l'améliorer, il a été officiellement embauché pour un revenu annuel de 6 livres, en plus de sa pension et de son logement, par M. et Madame Garland, d'Abel Cottage, Finchley. Il serait difficile de dire quel parti parut le plus satisfait de cet arrangement, dont la conclusion ne fut saluée que par des regards agréables et des sourires joyeux des deux côtés. Il fut convenu que Kit retournerait à sa nouvelle demeure l'avant-dernier jour, le matin, et enfin, le petit vieux couple, après avoir donné une demi-couronne brillante au petit Jacob et une autre au bébé, prit congé,
Ils furent escortés jusqu'à la rue par leur nouveau serviteur, qui tint le poney obstiné par la bride pendant qu'il prenait place, et les vit s'éloigner le cœur allégé. « Eh bien, ma mère, dit Kit en se hâtant de rentrer dans la maison, je crois que ma fortune est à peu près faite maintenant. » Je croirais que c'est bien le cas, Kit, répliqua sa mère. 6 livres par an. Pensez seulement. Ah, dit Kit, s'efforçant de maintenir la gravité qu'exigeait la considération d'une telle somme, mais souriant de joie malgré lui. Il y a une propriété. Kit prit une longue respiration en disant cela, et plongeant les mains dans ses poches comme s'il y avait au moins 1 an de salaire dans chacune, il regarda sa mère, comme s'il voyait à travers elle, et au bas une immense perspective de souverain au-delà. « S'il plaît à Dieu, nous ferons de vous une telle dame pour le dimanche, ma mère. Un tel érudit de Jacob, un tel enfant du bébé, une telle chambre de celui d'en haut. 6 livres par an. » Croit ça une voix étrange. Qu'est-ce que c'est que ces 6 livres par an? Et 6 livres par an? Et comme la voix faisait cette question, Daniel Kilp entra avec Richard Suivellé sur ses talons. « Qui a dit qu'il devait avoir 6 livres par an? » dit Kilp en regardant vivement autour de lui. « Est-ce que le vieil homme l'a dit là? Ou est-ce que la petite Nell l'a dit là? Et pourquoi va-t-il l'avoir? Et où sont-ils? » La bonne femme fut si effrayée de l'apparition soudaine de cette laideur inconnue, qu'elle saisit précipitamment l'enfant de son berceau, et se retira dans le coin le plus éloigné de la chambre, tandis que le petit Jacob, assis sur son tabouret, les mains sur les genoux, le regardait avec une sorte de fascination, rugissant tout le temps. Richard Suivellé observa facilement la famille au-dessus de la tête de Kilp, et Kilp lui-même, les mains dans les poches, souriait dans une jouissance exquise de l'agitation qu'il occasionnait. « N'ayez pas peur, maîtresse, dit Kilp après une pause. Votre fils me connaît, je ne mange pas de bébés, je ne les aime pas. Il vaudra mieux arrêter ce jeune hurleur, au cas où je serais tenté de lui faire du mal. Holloa, monsieur. Voulez-vous vous taire? » Le petit Jacob arrêta le cours de 2 larmes qu'il était en train d'essuyer de ses yeux, et se calma instantanément en une horreur silencieuse. « Fais attention de ne pas t'éclater de nouveau, scélérat, dit Kilp en le regardant sévèrement, ou je te ferai des grimaces, et je te jetterai dans une crise, je le ferai. Maintenant, monsieur, pourquoi n'êtes-vous pas allé chez moi comme vous l'avez promis? » Que dois-je venir chercher? Répliqua Kit. Je n'avais rien à faire avec toi, pas plus que tu n'en avais avec moi. Tenez, maîtresse, dit Kilp en se détournant vivement et en faisant appel à sa mère. Quand son ancien maître est-il venu, ou envoyé ici pour la dernière fois? Est-il ici maintenant? Sinon, où est-il allé? Il n'a pas été ici du tout, a-t-elle répondu. Je voudrais que nous sachions où ils sont allés, car cela rendrait mon fils beaucoup plus facile dans son esprit, et moi aussi. Si vous étiez le monsieur nommé Ames, Kilp, j'aurais cru que vous l'auriez su, et je ne le lui ai dit que ce jour-là même. Humph, murmura Kilp, visiblement déçu de croire que c'était vrai. C'est aussi ce que vous dites à ce monsieur, n'est-ce pas? Si le monsieur vient me poser la même question, je ne peux rien lui dire d'autre, monsieur, et je voudrais seulement pouvoir le faire pour notre propre bien, fut la réponse. Kilp jeta un coup d'œil à Richard Suivellé et remarqua qu'après l'avoir rencontré sur le seuil, il supposait qu'il était venu chercher des renseignements sur les fugitifs. Il supposait qu'il avait raison? Oui, dit Dick, c'était l'objet de la présente expédition. Je croyais que c'était possible, mais sonnons le glas. Je vais commencer. Vous semblez déçu, observa Kilp. Un déflecteur, monsieur, un déflecteur, voilà tout, répondit Dick. Je me suis lancé dans une spéculation qui s'est avérée déconcertante, et un être d'éclat et de beauté sera offert en sacrifice à l'autel de Sheg. C'est tout, monsieur. Le nain regarda Richard avec un sourire sarcastique, mais Richard, qui avait pris un déjeuner assez fort avec un ami, ne le remarqua pas et continua à déplorer son sort avec des regards tristes et abattus. Kilp discerna clairement qu'il y avait une raison secrète à cette visite et à sa déception peu commune, et dans l'espoir qu'il pouvait y avoir des moyens de méfaits cachés sous celle-ci, il résolut de l'éliminer. À peine avait-il adopté cette résolution qu'il lui exprima autant d'honnêteté qu'elle était capable d'en exprimer, et il s'y mettit excessivement avec Suivez-les. Je suis déçu moi-même, dit Kilp, par simple sentiment amical pour eux, mais vous avez de vraies raisons, des raisons privées, je n'en doute pas, pour votre déception, et c'est pourquoi elle est plus lourde que la mienne. Bien sûr, observa Dick d'un ton irrité. Sur ma parole, je suis vraiment désolé, vraiment désolé. Je suis moi-même un peu abattu. Comme nous sommes compagnons dans l'adversité, serons-nous compagnons de la manière la plus sûre de l'oublier? Si vous n'aviez pas d'affaires particulières à vous conduire dans une autre direction,
insista Kilp en le prenant par la manche et en le regardant sournoisement du coin de l'œil. Il y a une maison au bord de l'eau où l'on a quelques-uns des plus nobles squedams, réputés pour être passés en contrebande, mais c'est entre nous qu'on peut trouver dans le monde entier. Le propriétaire me connaît. Il y a une petite maison d'été qui domine la rivière où nous pourrions prendre un verre de cette délicieuse liqueur avec une bouffée du meilleur tabac. C'est dans ce cas, et de la qualité la plus rare, à ma connaissance certaine, et être parfaitement à l'aise et heureux, si nous pouvions l'inventer. Ou y a-t-il un engagement très particulier qui vous entraîne péremptoirement dans une autre direction, monsieur Suivez-les, n'est-ce pas? Tandis que le nain parlait, le visage de Dick se détendit en un sourire docile, et ses sourcils se déplièrent lentement. Quand il eut fini, Dick regardait Kilp de la même manière sournoise que Kilp le regardait, et il ne lui restait plus qu'à se mettre en route pour la maison en question. C'est ce qu'ils firent, tout de suite. Au moment où ils eurent le dos tourné, le petit Jacob se dégela et reprit ses pleurs à partir du point où Kilp l'avait gelé. La maison d'été dont M. Kilp avait parlé était une boîte de bois robuste, pourrie et nue à voir, qui surplombait la boue de la rivière et menaçait de s'y engouffrer. La taverne à laquelle elle appartenait était un bâtiment fou, miné par les rats, et seulement soutenu par de grandes barres de bois qui étaient dressées contre ses murs et l'avaient soutenue si longtemps qu'elle-même se décomposait et cédait à leur charge, et par une nuit venteuse, on pouvait entendre grincer et craquer comme si tout le tissu était sur le point de s'effondrer. La maison était située, si l'on pouvait dire qu'il y a quelque chose d'aussi vieux et d'aussi faible, sur un terrain vague, ravagé par la fumée malsaine des cheminées d'usine, et faisant écho au cliquetis des roues de fer et au ruissellement de l'eau agitée. Ces aménagements intérieurs remplissaient amplement les promesses de l'extérieur. Les chambres étaient basses et humides, les murs moites étaient percés de fentes et de trous, les planchers pourris s'étaient affaissés de leur niveau, les poutres même partaient de leur place et avertissaient le timide étranger de leur voisinage. Kilp conduisit Richard Suivez-les à cet endroit accueillant, le suppliant d'en observer les beautés à mesure qu'elles passaient, et sur la table de la maison d'été, marquée de nombreuses potences et d'une lettre initiale, apparut bientôt un tonneau en bois, rempli de la liqueur tant vantée. L'enlevant dans les verres avec l'habileté d'une main exercée, et le mêlant environ un tiers d'eau, Kilp assigna à Richard Suivez-les sa portion, et allumant sa pipe à l'extrémité d'une bougie dans une lanterne très vieille et usée, il se rassembla sur un siège, et souffla. « Est-ce bon ?» dit Kilp, tandis que Richard Suivez-les claquait ses lèvres. « Est-ce fort et ardent? Cela vous fait-il cligner de l'œil, vous étouffer, et vos yeux pleurer, et votre souffle court, n'est-ce pas? » « Est-ce vrai ?» s'écria Dick en jetant une partie du contenu de son verre, et en le remplissant d'eau. « Pourquoi, mon gars, vous ne voulez pas me dire que vous buvez un feu pareil? » « Non, » répliqua Kilp, « ne le buvez pas. Regardez ici, et là encore. Pas en boire. » Tout en parlant, Daniel Kilp s'arrêta et but 3 petits verres d'eau de vie brute, puis, avec une horrible grimace, il tira plusieurs gorgées sur sa pipe, et, avalant la fumée, il la déchargea en un lourd nuage de son nez. Cet exploit accompli, il se ressaisit dans sa première position, et rit excessivement. « Donnez-nous un toast !» s'écria Kilp en frappant la table d'une manière adroite, avec son poing et son coude alternativement, dans une sorte d'air, une femme, une beauté. Prenons une beauté pour notre toast, et vidons nos verres jusqu'à la dernière goutte. Son nom, venez. Si vous voulez un nom, dit Dick, voici Sophie Wackles. Sophie Wackles, cria le nain, Miss Sophie Wackles, c'est-à-dire. Mrs. Richard Suivez-les, ce sera. Ce sera. Ah, dit Dick, vous auriez pu dire cela il y a quelques semaines, mais cela ne va pas maintenant, mon garçon. S'immolant sur le sanctuaire de Sheg. Empoisonner Sheg, couper les oreilles de Sheg, répliqua Kilp. Je ne veux pas entendre parler de Sheg. Elle s'appelle Suivez-les ou rien. Je boirai encore à sa santé, à celle de son père et à celle de sa mère, et à toutes ses sœurs et à tous ses frères, à la glorieuse famille des Wackles, à tous les Wackles dans un seul verre, à bas jusqu'à la lie. Eh bien, dit Richard Suivez-les, s'arrêtant net dans l'exercice de porter le verre à ses lèvres et regardant le nain avec une sorte de stupeur tandis qu'il agitait ses bras et ses jambes autour de lui. Vous êtes un joyeux garçon, mais de tous les joyeux gaillards que j'ai jamais vus ou dont j'ai jamais entendu parler. Vous avez la manière la plus étrange et la plus extraordinaire avec vous. Sur ma vie, vous l'avez. Cette déclaration franche tendait plutôt à augmenter qu'à contenir les excentricités de Kilp, et Richard Suivez-les, étonné de le voir dans une veine si agitée, et buvant lui-même beaucoup pour lui tenir compagnie, commença imperceptiblement à devenir plus sociable et plus confiant, de sorte que, judicieusement entraîné par Kilp,
Il finit par devenir très confiant. Une fois qu'il l'avait mis dans cet état d'esprit, et qu'il savait maintenant quelle était la note clé à frapper chaque fois qu'il était perdu, la tâche de Daniel Kilp était relativement facile, et il fut bientôt en possession de tous les détails du plan conçu entre les édiques et son ami, plus ingénieux. Arrêtez, dit Kilp. C'est le truc, c'est le truc. Elle peut être réalisée, elle sera réalisée. Voilà ma main dessus. Je suis votre ami à partir de maintenant. Quoi? Pensez-vous qu'il y a encore une chance? Demanda Dick, surpris de cet encouragement. Une chance, répéta le nain, une certitude. Sophie Wackles peut devenir un sheg ou tout ce qu'elle aime, mais pas un Swivellé. Oh chien chanceux! Il est plus riche que n'importe quel juif vivant. Vous êtes un homme fait. Je ne vois plus en vous que le mari de Nelly, qui roule dans l'or et l'argent. Je vais t'aider. Cela sera fait. Fais attention à mes paroles, cela se fera. Mais comment? Dit Dick. Il y a beaucoup de temps, reprit le nain, et ce sera fait. Nous allons nous asseoir et en reparler tout au long. Remplis ton verre pendant mon absence. Je reviendrai tout de suite, tout de suite. Sur ces mots précipités, Daniel Kilp se retira dans un terrain de quilles démantelé derrière le cabaret, et se jetant à terre, il poussa des cris et se roula avec une joie incontrôlable. Voilà le sport, s'écria-t-il, un sport tout prêt à ma main, tout inventé et arrangé, et qui ne servait qu'à être apprécié. C'est ce gaillard à la plume superficielle qui m'a fait mal aux os l'autre jour, n'est-ce pas? C'était son ami compagnon de complotage, M. qui avait un jour fait les yeux doux à Madame Kilp, et qui l'avait regardé et regardé, n'est-ce pas? Après avoir travaillé pendant 2 ou 3 ans dans leur précieux projet, ils ont enfin un mendiant, et l'un de lié à vie. Ah ah ah! Il épousera Nell. Il l'aura, et je serai le premier, quand le nœud sera fait durement et solidement, pour leur dire ce qu'ils ont gagné, et ce que je les ai aidés à faire. Ce sera là un nettoyage des vieux comptes, ce sera le moment de leur rappeler combien j'étais un ami capital, et comment je les ai aidés jusqu'à l'héritière. Ah ah ah! Au plus fort de son extase, M. Kilp aurait failli rencontrer un échec désagréable, car, roulant tout près d'un chenil cassé, un grand chien féroce s'élança, et si sa chaîne n'avait pas été des plus courtes, lui aurait fait un salut désagréable. En fait, le nain resta sur le dos en parfaite sécurité, narguant le chien avec des visages hideux, et triomphant de lui dans son incapacité à avancer d'un pouce, bien qu'il n'y eût pas 2 pieds entre eux. « Pourquoi ne viens-tu pas me mordre? Pourquoi ne viens-tu pas me mettre en pièces, lâche ?» dit Kilp en sifflant, et en inquiétant l'animal jusqu'à ce qu'il en devienne presque fou. « Tu as peur, tu intimides, tu as peur, tu sais que tu l'as. » Le chien déchira, étendit sa chaîne, les yeux écarquillés et les aboiements furieux, mais le nain resta là, claquant des doigts avec des gestes de défi et de mépris. Quand il fut suffisamment remis de sa joie, il se leva et, les bras en l'air, accomplit une sorte de danse démoniaque autour du chenil, juste sans les limites de la chaîne, rendant le chien tout à fait sauvage. Ayant ainsi repris ses esprits, et s'être mis dans un train agréable, il retourna auprès de son compagnon sans méfiance, qu'il trouva regardant la marée avec une gravité extrême, et pensant à cet or, et à cette même argenterie dont M. Kilp avait parlé. Chapitre 22. Le reste de la journée, et toute la suivante furent une période chargée pour la famille Nubbles, pour qui tout ce qui se rapportait à l'équipement et au départ de Kit était d'une aussi grande importance que s'il eût été sur le point de pénétrer dans l'intérieur de l'Afrique ou de faire une croisière autour du monde. Il serait difficile de supposer qu'il y ait jamais une boîte qui ait été ouverte et fermée autant de fois en 24 heures que celle qui contenait sa garde-robe et ses nécessités, et certainement il n'y en a jamais eu un qui offrit à 2 petits yeux une telle mine de vêtements, comme ce grand coffre avec ses 3 chemises et sa quantité proportionnée de bas et de mouchoirs de poche, le révéla à la vision étonnée du petit Jacob. Enfin, il fut transporté chez le voiturier, chez qui Kit devait le trouver le lendemain, et la boîte ayant disparu, il ne restait plus que 2 questions à examiner. Premièrement, si le porteur perdrait, ou feindrait-il malhonnêtement de perdre, la boîte sur la route. Deuxièmement, si la mère de Kit savait parfaitement comment prendre soin d'elle-même en l'absence de son fils. Je ne pense pas qu'il y ait une chance qu'il la perde réellement, mais les transporteurs sont très tentés de faire semblant de perdre des choses, sans doute, dit Madame Nubble avec appréhension, à propos du premier point. Sans doute, répondit Kit d'un air sérieux. Ma foi, ma mère, je ne crois pas qu'il était juste de s'en remettre à elle-même. Quelqu'un aurait dû l'accepter, j'en ai bien peur. Nous n'y pouvons rien maintenant, dit sa mère, mais c'était stupide et faux. Les gens ne devraient pas être tentés. Kit résolut intérieurement qu'il ne tenterait plus jamais un porteur, sauf avec une boîte vide,
et ayant formé cette détermination chrétienne, il tourna ses pensées vers la seconde question. Vous savez que vous devez garder le moral, ma mère, et ne pas vous sentir seule parce que je ne suis pas à la maison. Je pourrai très souvent jeter un coup d'œil à l'intérieur quand j'arriverai en ville, j'ose le dire, et je vous enverrai une lettre de temps en temps, et quand le trimestre sera venu, je pourrai prendre un congé, bien sûr, et puis, nous verrons si nous n'emmenons pas le petit Jacob à la pièce, et si nous ne lui faisons pas savoir ce que signifient les huîtres. J'espère que les pièces ne sont pas un péché, Kit, mais j'ai très peur, dit Madame Nubbles. Je sais qui vous a mis cela dans la tête, répliqua son fils inconsolable. C'est encore le petit Bethel. Maintenant, je vous dis, mère, je vous en prie, n'y allez pas régulièrement, car si je voyais votre visage de bonne humeur qui a toujours rendu la maison gaie, se transformer en un visage douloureux, et l'enfant dressé à avoir l'air triste aussi, et à se dire un jeune pécheur bénissait son cœur, et un enfant du diable, qui appelle son père mort par des noms. Si je voyais cela, et que je voyais le petit Jacob avoir l'air aussi affligé, je le prendrais tellement à cœur que je serais sûre d'aller chercher un soldat, et de me cogner la tête exprès contre le premier boulet de canon que je verrais venir dans ma direction. Or, Kit, ne parle pas comme ça. Je le ferai en effet, ma mère, et à moins que vous ne vouliez me mettre très malheureux et mal à l'aise, vous garderez sur votre bonnet ce nœud que vous auriez eu plus qu'une demi-envie d'enlever la semaine dernière. Pouvez-vous supposer qu'il y a quelque mal à avoir l'air aussi gai, et à être aussi gai que nos pauvres circonstances le permettent? Est-ce que je vois quelque chose dans la façon dont je suis fait, qui m'appelle à être un homme pleurnichard, solennel, chuchotant, se faufilant comme si je ne pouvais pas m'en empêcher, et m'exprimant dans un reniflement des plus désagréables? Au contraire, ne vois-je pas toutes les raisons pour lesquelles je ne le ferais pas? Écoutez juste ça. Ah ah ah. N'est-ce pas aussi naturel que la marche, et aussi bon pour la santé? Ah ah ah. N'est-ce pas aussi naturel que le bêlement d'un mouton, ou le grognement d'un cochon, ou le hennissement d'un cheval, ou le chant d'un oiseau? Ah ah ah. N'est-ce pas, ma mère? Il y avait quelque chose de contagieux dans le rire de Kit, car sa mère, qui avait eu l'air grave auparavant, se mit d'abord à sourire, puis se mit à s'y joindre de bon cœur, ce qui fit dire à Kit qu'il savait que c'était naturel, et à rire davantage. Kit et sa mère, riant ensemble d'une voix assez forte, réveillèrent l'enfant, qui, trouvant qu'il se passait quelque chose de très jovial et d'agréable, ne fut pas plus tôt dans les bras de sa mère qu'il se mit à donner des coups de pied, et à rire avec la plus grande vigueur. Cette nouvelle illustration de son argument chatouilla tellement Kit qu'il tomba à la renverse sur sa chaise, épuisé, montrant du doigt l'enfant les secouant ses flancs jusqu'à ce qu'il se balança de nouveau. Après s'être rétabli 2 ou 3 fois, et comme souvent rechuté, il s'essuya les yeux, et dit grâce, et leur maigre souper fut un repas très gai. Avec plus de baisers, d'accolades et de larmes que beaucoup de jeunes messieurs qui commencent leur voyage et laissent derrière eux des maisons bien approvisionnées ne le jugeraient dans les limites de la probabilité si l'on pouvait y consigner ici des choses aussi basses. Kit quitta la maison de bonne heure le lendemain matin, et se mit en route pour se rendre à pied à Finchley. Éprouvant une fierté suffisante pour justifier son excommunication du petit Bethel à partir de ce moment-là, s'il avait jamais fait partie de cette triste congrégation. De peur que quelqu'un n'éprouvât la curiosité de savoir comment Kit était vêtu, on remarquera brièvement qu'il ne portait pas de livrée, mais qu'il était vêtu d'un habit poivre et selle avec un gilet couleur canari et des vêtements inférieurs d'un gris de fer. Outre ses gloires, il brillait de l'éclat d'une paire de bottes neuves et d'un chapeau extrêmement raide et brillant, qui, lorsqu'on le frappait n'importe où avec les jointures, sonnait comme un tambour. Et dans cet habit, un peu étonné, qu'il attira si peu l'attention, et attribuant la circonstance à l'insensibilité de ceux qui se levaient de bonne heure, il se dirigea vers Abel Cottage. Sans avoir rencontré d'aventure plus remarquable sur la route que celle de rencontrer un garçon au chapeau sans bord, l'exact pendant de son ancien, à qui il donna la moitié des 6 pences qu'il possédait, Kit arriva au bout du temps à la maison du voiturier, où, à l'honneur durable de la nature humaine, il trouva la boîte en sûreté. Recevant de la femme de cet homme immaculé des instructions pour M. Garland, il prit la boîte sur son épaule et s'y rendit immédiatement. Certes, c'était une belle petite chaumière avec un toit de chaume et de petites flèches aux extrémités des pignons, et des morceaux de vitraux à certaines fenêtres, presque aussi gros que des portefeuilles. D'un côté de la maison, il y avait une petite écurie, juste de la taille d'un poney, avec un peu de place au-dessus, juste de la taille de Kit. Des rideaux blancs flottaient, et des oiseaux dans des cages aussi brillantes que si elles étaient faites d'or chantaient aux fenêtres. Des plantes étaient disposées de chaque côté de l'allée groupées autour de la porte, et le jardin était lumineux de fleurs en pleine floraison, qui répandaient une odeur douce tout autour, et avaient un aspect charmant et élégant.
Tout ce qui se trouvait à l'intérieur et à l'extérieur de la maison semblait être la perfection de la propreté et de l'ordre. Dans le jardin, il n'y avait pas une mauvaise herbe, et à en juger par quelques outils de jardinage pimpants, un panier et une